Merci Mathias, merci pour vos remarques à tous les quatre, et puis j'ai entendu aussi une bonne partie de la table précédente. C'est vrai que enfin, bizarre de me retrouver dans ce rôle pour conclure, parce que je pense que c'est un débat qui est certainement pas à conclure, mais à poursuivre. C'est sur la base de ces expériences que Mathias vient de rappeler, mais c'est peut-être encore davantage sur la base de mon expérience d'enseignement et de réflexion sur ces questions du point de vue des sciences sociales, puisque tout en étant journaliste depuis 35 ans, j'ai toujours gardé un pied dans les sciences sociales, en faisant du journalisme sur les sciences sociales à France Culture depuis 20 ans, mais aussi en enseignant à l'école des hautes études en sciences sociales depuis maintenant des années, et en réfléchissant beaucoup sur ces questions du journalisme comme mode de connaissance, et en particulier en essayant de comparer ce mode de connaissance avec d'autres modes de connaissance, et notamment ceux des sciences sociales, mais aussi ceux du droit ou ceux de la littérature, par exemple. Et moi, je suis en désaccord avec pas mal de choses en fait que j'ai entendues. C'est-à-dire que je suis en accord avec le fait qu'il y a du progrès, que la profession journalistique est un petit peu plus réflexive qu'autrefois, mais néanmoins je la trouve extraordinairement peu réflexive par rapport à beaucoup d'autres professions. Je dis souvent, si les médecins ou les ingénieurs qui construisent des bâtiments ou les architectes étaient aussi peu réflexifs que les journalistes, on serait bien mal soignés, les immeubles s'effondreraient. Les journalistes ont toujours des bonnes excuses parce qu'ils sont pris par le temps. Enfin, un médecin urgentiste aussi. Et néanmoins, il y a des groupes de travail, une organisation professionnelle. Les travaux de sociologie des hôpitaux l'ont bien montré, qui est complètement différente et qui fait que quand on est médecin, on passe beaucoup plus de temps à réfléchir à ces erreurs collectivement, à ce que ça implique en termes d'organisation professionnelle, etc. Donc je crois qu'il y a encore des marges de progression considérables dans le journalisme à faire. Mais sur la question spécifiquement des fake news, qui participe pour moi de cet effort, hein, et qu'il faut saluer, je pense que le fait de dédier des moyens spécifiques à cette activité est une chose très importante. Mais je crois que ça a des effets de bord, des effets pervers qui sont assez terribles, en fait. Je vais aller très vite, mais en gros, le principal, il a été évoqué ici, c'est de contribuer à inscrire en permanence sur l'agenda des questions qui ne devraient pas s'y trouver. Bon. Et alors, si on compare avec un fonctionnement qui n'est pas parfait, mais qui est celui du monde académique, où et Mathias Girel le rappelait, ces questions de réfutation, elles sont au cœur aussi du travail collectif d'une communauté académique. Heureusement que les chercheurs ne passent pas leur journée à reprendre en considération en permanence des charlatans, des hurluberlus. Les colloques n'en finiraient pas, on perdrait tous du temps. Et il y a quand même une grosse partie de toutes ces fausses questions qui sont laissées de côté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des controverses dans la science, et il y a des controverses. Et les scientifiques ont fini par comprendre, heureusement, qu'on faisait, comme le disent Yannick Barthes, Pierre Lascoum et j'oublie le troisième, de la science en plein air maintenant. C'est-à-dire que ce n'est pas en tapant du poing sur la table qu'on dit voilà la science, voilà la vérité. Il faut accepter les conférences de consensus, etc. Bon. C'est la même chose pour les journalistes. C'est-à-dire qu'il faut accepter une forme de dialogue avec le public. Mais c'est quand même très, très, très différent parce que je vous ai entendu à beaucoup de reprises prendre en considération vraiment le public, et peut-être trop. C'est-à-dire que, par exemple, le dispositif de Libération consiste à proposer à des gens de demander pourquoi est-ce que vraiment les dragibus de différentes couleurs ont différents goûts. Est-ce que le journaliste doit se mettre dans cette position de ramasser toutes les questions comme ça? Est-ce qu'une grosse partie du travail de connaissance journalistique, comme du travail de connaissance scientifique, c'est pas de formuler des questions? Et j'en viens à la deuxième remarque, deuxième biais de cette mode du fact-checking, qui est que, outre l'inscription sur l'agenda de fausses questions, souvent, et donc l'occupation de l'espace, l'occupation du temps par des problèmes qui sont soit faux, soit secondaires. C'est-à-dire, on disait tout à l'heure, pacte de Marrakech, mais pourquoi parle-t-on autant de ce truc qui n'a aucune espèce d'importance? C'est-à-dire qu'on peut parler d'immigration autrement, demander ce qu'en pense
Virginie Guiraudon, demandez ce qu'en pense François Héran, ils vous répondront tout à fait autre chose. C'est-à-dire que, en fait, on inscrit sur l'agenda en permanence des questions qui ne méritent pas nécessairement, en tous les cas, que les chercheurs sérieux qui travaillent sur ces sujets considèrent comme des questions plus que secondaires. Par ailleurs, on accepte, on va passer du temps à vérifier si la réponse apportée à ces questions est bonne, au lieu de passer du temps à formuler les bonnes questions, sans toujours être capable d'apporter les réponses. Et ça, je crois que c'est une des différences principales entre le mode de connaissance journalistique et le mode de connaissance des sciences sociales, c'est que dans le mode de connaissance des sciences sociales, et ça repose sur des années de réflexion épistémologique, sur qu'est-ce que ça veut dire connaître, qu'est-ce que ça veut dire la vérité, qu'est-ce que ça veut dire, etc. C'est aussi une manière plus humble, peut-être, d'aborder les choses dans le domaine des sciences sociales. Contrairement aux apparences, c'est pas donner des leçons, au contraire, c'est être dans le doute critique en permanence, c'est-à-dire reprendre des questionnements. Voilà. Et donc, ça, c'était très important pour moi dans la création d'AOC, comme journal quotidien intellectuel, puisque l'un des objectifs de ce journal, c'est de proposer dans l'espace public, de reformuler les questions par rapport à l'actualité. Et évidemment, d'essayer d'apporter des éléments de réponse, mais en étant très modeste de ce point de vue-là. Alors, je ne vais pas développer très longuement là-dessus, mais je pense que par ailleurs, ce qui rend la chose compliquée pour le journalisme, c'est que ça ne dépend pas uniquement de la bonne volonté et de l'équipement mental et intellectuel des journalistes. Ça dépend de l'environnement professionnel et économique dans lequel ils travaillent. Et le problème de cet environnement économique et professionnel, c'est pas le soupçon de censure, c'est pas les lectures complotistes, conspirationnistes sur le mode à qui appartient tel journal, on n'a pas le droit d'écrire ça. Je ne dis pas que ça n'existe pas à la marge, ça peut exister ici ou là, mais pour moi, ce n'est pas le problème numéro un. Le problème numéro un, il réside dans les modèles économiques des médias aujourd'hui. Pourquoi Libération va choisir de prendre cette question sur les dragibus, pour rester là-dessus? Parce que ça fait rire les gens dans la rédac. Ok, c'est une partie de la réponse. Parce que donc on peut parier que ça fera rire les lecteurs. Oui, ça c'est la partie principale de la réponse. Rire. En fait, ces modèles économiques, à la faveur de la grande mutation du numérique, ont désormais placé les émotions au cœur des dispositifs de publication et de recettes, de revenus, d'articulation entre l'offre et la demande. Non pas que les émotions soient nouveaux dans la presse, je veux dire, tous les historiens ont montré que la presse moderne s'invente avec le sensationnalisme, avec les faits divers, l'encre et le sang, Dominique Khalifa, etc. Mais la place des émotions n'est pas la même dans un journal fabriqué en 1830 et même dans un journal fabriqué en 1990 en papier et dans un journal numérique aujourd'hui. Sur quoi on clique ? Qu'est-ce que c'est qu'un clickbait ? On clique sur quelque chose qui fait rire, qui fait pleurer, qui énerve, qui agace, etc. Et donc, on va cliquer sur Dragibus. Et donc, pour moi, le problème n'est pas tant de lutter contre les fausses nouvelles, les fake news, les tentatives de manipulation. Le problème est de faire en sorte de tenir à quelque chose qui est absolument fondamental dans la profession journalistique, qui est le sens de la hiérarchie de l'information. Et ce n'est pas en demandant aux lecteurs ce qu'ils ont envie de lire qu'on va être capable de restituer une bonne hiérarchie de l'information. Et je crois que l'un des grands travers aujourd'hui du journalisme, il tient mais ce n'est pas propre au journalisme, on le voit dans toutes les industries culturelles, dans cette espèce de mirage qui consiste à penser qu'on pourrait essayer d'anticiper une demande. Comme si, par exemple, un producteur de film, il y en a qui essayent de le faire, sonde les cœurs pour savoir quel film vous avez envie de voir. Moi, je ne sais pas quel film j'ai envie de voir avant de voir un film. J'attends qu'on me fasse une proposition. Et je pense que c'est la même chose pour le journalisme. On doit être et on doit maintenir ce rapport d'offre, absolument selon des critères qui sont ceux du journalisme, et on doit prendre cette responsabilité là. Et c'est pas se cacher derrière « Ah oui, mais c'est concernant ». C'est concernant, c'est un des mots qu'on entend le plus dans les conférences de rédaction, c'est-à-dire que ça va intéresser le public. Donc moi, ça ne m'intéresse pas parce que moi, je suis un bobo parisien de tel âge, j'ai fait des études supérieures, mais mon lecteur, mon auditeur, lui, ça va... Là, ça commence à poser de graves problèmes par rapport au journalisme comme mode de connaissance, à mon sens. Alors, dernière chose, et je terminerai là-dessus,
L'autre problème, outre la place des émotions dans ces modèles économiques, c'est la place des opinions. Là non plus, les choses ne sont pas nouvelles. Les opinions, elles sont dans la presse. La presse, c'était une presse d'opinion au 19e siècle, etc. Mais les opinions n'occupaient pas la même place dans le dispositif de production du journalisme. Aujourd'hui, les opinions, elles sont utilisées pour produire de l'objectivité, de façon un peu bizarre. Par exemple, prenons l'exemple des vaccins dont vous avez parlé tout à l'heure. Combien de fois j'ai entendu sur des antennes du service public, pourtant, des mises en balance d'un médecin épidémiologique, spécialiste de la question des vaccins, et puis d'un kidam qui nous dit « Ah ben ouais, mais moi, l'année dernière, je me suis vacciné contre la grippe, je l'ai eu quand même, hein, donc cette année, on ne m'y reprendra pas. » Et voilà, 30 secondes pour le médecin, 30 secondes pour le patient, et puis une petite pirouette à la fin du commentaire du journaliste. Et voilà. Et dans le même temps, parce que nos médias sont schizophrènes, France Info prend l'initiative, avec la chaîne sur laquelle je travaille, France Culture, de faire Les Idées Claires, qui est un podcast formidable, présenté par Nicolas Martin, de faire un travail formidable, par exemple, sur l'homéopathie. Je crois que c'était le 2e numéro que Nicolas a fait. Ce qui n'empêche pas, régulièrement, des présentateurs de journaux de France Inter, de France Info, de France Culture, je les entends, présenter les choses s'agissant de l'homéopathie de façon totalement différente de celle que Nicolas Martin a choisi dans son podcast. Je prends l'exemple de l'homéopathie, mais j'aurais pu prendre l'exemple de l'immigration. Il a fait un très bon numéro avec François Héran sur l'immigration. Même chose, ça n'empêche pas d'entendre n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi dans les journaux sérieux sur l'immigration. Donc je dirais que ces programmes pédagogiques, ils devraient d'abord et avant tout être à destination des collègues journalistes. Ils devraient couper l'herbe sous le pied d'un certain nombre d'arguments, ce qui n'est pas le cas. Et non pas pour dire la science dit que l'homéopathie, si, la science dit que jusqu'à présent, aucune étude sérieuse n'a montré que l'homéopathie était efficace. Enfin, ça, c'est, je veux dire, il y a un consensus scientifique. On ne peut pas dire le contraire. C'est l'état, en tout cas, du débat scientifique. D'ailleurs, les choses ont considérablement évolué. Ça me permet de dire combien cette histoire de fake news n'est pas nouvelle. J'étais adolescent, ça faisait pester mon père, médecin généraliste, quand Le Monde faisait sa une sur la mémoire de l'eau, hein, avec des papiers mais complètement délirants. Je pense qu'aujourd'hui, c'est impossible pour un journal comme Le Monde de faire ça. Je pense que Le Monde a progressé, qu'il y a des compétences, que le niveau général moyen des gens qui écrivent sur la médecine, etc., est meilleur. Mais donc, il ne faut pas croire que tous ces problèmes sont récents. Ils ont toujours existé dans le journalisme. Simplement, ils prennent des formes nouvelles en raison de ce que je disais, des changements des modèles économiques du numérique qui ne nous aident pas. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais je terminerai juste par une chose. Pour illustrer ce que je veux dire à propos des fausses questions et du risque qu'il y a à vouloir trop se focaliser sur le fact-checking et trop se focaliser sur la vérification de choses qu'on devrait peut-être laisser de côté. Vous disiez tout à l'heure, il y a une polémique sur le fait de savoir si à tant de revenus par mois au moment des Gilets jaunes, on était dans telle ou telle situation. On peut dire la même chose sur l'histoire des APL, des 5 €, etc. Mais dans le même temps, qu'est-ce que je faisais moi comme journaliste qui travaille sur les sciences sociales? Je recevais un volume collectif de La Vie des idées co-dirigé par Nicolas Duvaux et Cédric Lombat, dans lequel il y avait un article de Anna Heredia qui s'appelle « De si petites différences ». C'est un article de micro-sociologie, micro-comptabilité, où elle a étudié la comptabilité des ménages, des femmes célibataires en particulier, de manière micro. Et elle montre dans cet article, c'est absolument passionnant, comment à niveau de revenus égal, en fait, des personnes dans des situations différentes se trouvent à la fin du mois dans des situations totalement différentes, à quelques euros près, en fait. Et donc on voit bien, et ce travail, qui est un travail de connaissance produit par un sociologue, permet d'invalider complètement un raisonnement un peu raide avec des chiffres, où il s'agirait juste de vérifier en faisant des additions. Parfois, il ne suffit pas de faire des additions pour dire si c'est vrai ou si c'est faux. Parfois, c'est plus compliqué que ça. Et le risque du fact-checking, c'est de nous amener à vérifier des choses un peu
un peu trop, de manière un peu trop carrée, j'allais dire, en quelque sorte. Donc, qu'on ne se méprenne pas. Je ne suis pas en train de dire il faut arrêter le fact-checking, etc. Ce que je veux dire là, c'est dans une perspective mélioriste, hein, dans une perspective pragmatiste, américaine, mélioriste. C'est de rendre le journalisme meilleur pour essayer de tenir compte de toutes ces remarques, pour encore améliorer le fact-checking et décider comment on alloue des moyens, à quel endroit, quoi. Est-ce que c'est intelligent, la question a été posée tout à l'heure autrement, mais est-ce que c'est intelligent de mettre beaucoup d'argent dans des cellules de fact-checking dans les médias, ou est-ce que, par exemple, il ne conviendrait pas... Non, mais beaucoup d'argent. Il n'y a pas beaucoup d'argent. Journalisme et beaucoup d'argent, il y a non, on est d'accord. Il n'y a pas beaucoup d'argent, mais je veux dire une grosse partie des moyens, on va le dire autrement. Une grosse partie des moyens. Là, ou plutôt dans le fait de dire c'est important qu'on ait des gens, des rubricards compétents en sciences. Par exemple, pourquoi il n'existe pas dans les médias français, alors que ça existe aux États-Unis? NPR, la station publique américaine, qui a encore moins d'argent que les stations publiques françaises, elle a un social science correspondent, par exemple. Pourquoi il n'y a pas des journalistes spécialisés dans les sciences sociales dans les rédactions françaises? Il y a des journalistes spécialisés dans les sciences dures, qui sont capables de parler de physique, de mathématiques, etc. Sciences sociales, non. Tout à l'heure, j'entendais dire qu'on aurait besoin de compétences, par exemple des écoles de journalisme, en économie, en statistique. Oui, mais pourquoi pas en sociologie? Pourquoi pas en anthropologie? Pourquoi pas en histoire? C'est tout autant technique que l'économie ou la finance ou la statistique. Or non, les journalistes pensent que parce qu'ils sont allés à l'école, comme tout le monde, eh ben ils savent comment ça marche à l'école. Ou parce qu'ils viennent d'une famille religieuse, ils savent comment ça marche la religion. Bah, non, il y a des compétences. Voilà. Donc moi, je plaiderais plutôt pour que les rédactions investissent dans ces postes de journalistes spécialisés qui permettraient je dirais, d'améliorer la qualité globale du média. Vous l'avez dit, de toute façon, une bonne rubrique de fact-checking, c'est une rubrique qui travaille de manière transdisciplinaire avec soit les aires géographiques, soit les compétences disciplinaires. Mais voilà, donc je pense qu'il faut aller encore plus loin, en quelque sorte, que ce qu'on a fait ces 5-6 dernières années, parce que tout ça est très récent. Voilà. Moi, je tiens à dénoncer quand même une fausse information. Ce n'est pas une conclusion que tu es venu faire. C'est l'introduction d'un débat et d'une réflexion qui va nous prendre toute la nuit, minimum. Non, parce que j'ai dit que ne fallait pas terminer ce débat, ce serait bien sûr. Mais bien sûr, non, mais merci pour toutes ces questions. Effectivement, nous n'avons vu et présenté qu'une toute petite partie, qu'une facette. Et bien évidemment, toutes les questions posées auxquelles nous avons tenté de répondre méritent probablement plus de nuances, plus de finesse. Mais je ne suis ni fin ni nuancé, donc j'ai du mal. Très nuancé. Moi j'aimerais réagir sur un point quand on parle des questions qui viennent du public ou du rapport au public, du côté concernant, etc. Moi, je viens du participatif. C'est pas du tout ça. C'est-à-dire que le relationnel au lecteur, c'est un dialogue. C'est pas j'ai envie de lire ça. C'est absolument pas ça. Mais par exemple, sur les rubriques santé, il y a des patients experts. D'ailleurs, il y a des formations de patients experts. Et on voit que nous, il y a des lecteurs experts qui nous apprennent. Et ce dialogue-là, il est très précieux. C'est pas j'ai envie de lire ça, mais si on parle d'endométriose, c'est les réactions des lectrices, puisque ce sont des femmes, ou de l'entourage de personnes aussi qui vivent l'endométriose, c'est tout aussi important à prendre en compte, et nous, ça nous empêche de nous planter ou ça nous rend meilleurs aussi. Et ce dialogue-là, c'est vraiment quelque chose que j'essaierai de faire passer sur le participatif. C'est important, c'est pas juste les commentaires de lecteurs, c'est pas juste un courrier des lecteurs, c'est pas ça le participatif. Et quand on dialogue, nous on a un panel lecteur, mais qu'on suit, enfin c'est 600 personnes sur Facebook par exemple, c'est un vrai dialogue. C'est quand il y a eu la crise des Gilets jaunes, c'est bon, on se pose des questions. On leur a dit, écoutez, on ne sait pas ce qu'on fait. On ne sait pas si c'est bien. Vous en pensez quoi ?
vous réfléchissez, et c'est des textes comme ça qui nous envoient. Et ça, honnêtement, en tant que journaliste, c'est extrêmement précieux. Non, mais je suis complètement d'accord avec ce que vous dites sur les patients experts, sur les savoirs indigènes, on dit ça comme ça, parce qu'on sait bien, par exemple, dans la santé, les mouvements de patients se sont constitués en association, ACT UP, mais bien d'autres. Bon, et ils ont produit des contre-expertises extrêmement importantes. Bon. Mais justement, c'est des mouvements, c'est des associations. On n'est pas dans l'atomisation, on n'est pas dans la relation avec une personne. On est encore dans des formes qu'on a vu exploser avec les Gilets jaunes. De la démocratie représentative, au fond. Et je pense que le rôle du journalisme, c'est d'organiser l'espace public, de ménager les corps intermédiaires, de donner plus de crédit à des ONG, à des associations, à des bouts de société qui sont un peu plus à prendre en considération que Madame Michu dans le radiotrottoir du Parisien tous les jours. Je pense que la responsabilité du journaliste, c'est de donner du poids à ces organisations. On voit à quel point aujourd'hui elles sont déconsidérées, comme vous l'avez dit tout à l'heure, toutes les institutions. Et je pense que le rôle du journalisme, c'est de renforcer, quand je dis institution, c'est au sens très large, ça peut être des associations de patients, ça peut être le Conseil d'État, ça peut être une université, voilà. Mais je crois que, d'ailleurs, moi ça m'a frappé, j'ai travaillé longtemps sur une comparaison entre la presse britannique et la presse française. J'ai toujours été frappé par la place accordée par des journaux comme le Guardian, le Times, les journaux de qualité anglais, à la production de rapports par les ONG, par les syndicats, par les think tanks, etc. Dans les pages politiques, elles sont d'abord et avant tout alimentées par ce type d'informations. Là où la presse française, dans les pages politiques, c'était la guéguerre des chefs, des partis, des machins, etc. Donc en fait, les politiques publiques telles qu'elles sont discutées, débattues, animées par des collectifs sociaux, le journalisme est là pour organiser ce débat. C'est une des fonctions principales du journalisme dans la démocratie. Or, aujourd'hui, le journalisme, me semble, quand il s'adresse à Madame Michu en direct, participer de cette désintégration, de cette atomisation dont la crise des Gilets jaunes est l'un des symptômes, en fait. Moi, je voudrais rebondir sur la hiérarchie des moyens engagés, la hiérarchie de l'info. Donc, à l'AFP, je pense que les fact-checkers, c'est 2% vraiment des journalistes de la rédaction. Donc, on ne fait pas que ça, on fait plein d'autres choses. Et du coup, ça m'emmène vers la hiérarchie de l'info. Hier, j'étais à la conférence de rédaction de l'AFP. On y assiste en tant que fact-checker parfois. Bref, on a parlé pendant 25 minutes de comment nos journalistes allaient essayer de couvrir ce qui se passe actuellement au Soudan, qui est dramatique, comment on allait essayer d'investir des moyens là-dedans, de faire en sorte que l'info soit couverte en texte, photo, vidéo, infographie, vidéographie, tout ce que vous pouvez, tout ce que l'AFP produit. Et donc ça nous a pris beaucoup de temps. Et à un moment de la conférence de rédaction, mon chef Grégoire Lemarchand, mon ami, il me disait, il a fini par dire ce qui a le mieux marché sur les réseaux sociaux la veille pour l'AFP, on aimerait que ça soit ce qui se passe au Soudan, parce qu'on déploie des moyens considérables là-dessus, mais il se trouve que c'est la photo de Larry the Cat, le chat de Downing Street, qui était sous la voiture de Donald Trump. Ce qui me permet de finir avec une question, parce que moi, je n'ai pas de réponse à ça, c'est comment vous répondez à ça, sachant que s'il s'agit d'hiérarchie de l'info, nous, on consacre plus de moyens au Soudan qu'à ce chat, et pourtant, ça intéresse plus ce chat, manifestement, que ce qui se passe au Soudan. Moi, je ne sais pas comment on répond à ça d'un point de vue systémique. Ce que je sais, c'est ce que moi j'ai essayé de faire à ma toute petite échelle pour trouver un écosystème qui me permette de faire le journalisme que j'ai envie de faire. C'est-à-dire inventer un média, par exemple, qui ne veut pas mettre le petit doigt dans les principes habituels de fonctionnement du numérique. C'est-à-dire, par exemple, ça fait 1 an et demi à peu près qu'on a lancé ce journal. Je ne sais pas combien j'ai de visiteurs uniques, combien j'ai de pages vues. Ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas le savoir. En revanche, je sais combien j'ai d'abonnés, puisque c'est un média payant. Je sais combien j'ai de gens qui ont laissé leur mail pour lire 3 articles gratuits, parce que ce sont des gens à qui j'envoie mon sommaire tous les jours. Donc j'ai plus de 3000 abonnés aujourd'hui, j'ai plus de 35 000 personnes à qui j'envoie ma newsletter chaque jour. Donc c'est un micro-média, c'est tout petit, tout modeste. Et je ne suis pas sûr il n'a pas vocation à être un jour énorme. Mais je crois que c'est important d'essayer d'inventer des économies qui débrayent en quelque sorte ces logiques d'audience,
pour trouver d'autres manières de fonctionner. C'était déjà un petit peu l'état d'esprit quand on a lancé, je faisais partie de cette équipe Mediapart il y a 11 ans, c'est-à-dire tout le monde nous prenait pour des dingues de lancer un journal payant sur Internet. Tout le monde nous disait personne n'acceptera, tout le monde a pris l'habitude que ce soit gratuit. Et je pense qu'avoir fait ça, avoir fait la démonstration qu'ils ont faite, moi je suis parti au bout de 3 ans, mais par la suite que c'était viable et que plus que viable, c'était très important parce que ça a ouvert la voie. Et voilà, donc la réponse, je ne pense pas qu'il y ait une réponse générale globale. Je pense qu'il y a des efforts à faire, il y a des idées à trouver, et puis il y a le service public qui devrait, qui est pas tenu par les mêmes équations normalement, et je veux dire, France Culture, j'y travaille depuis 1996, depuis 21 ans, ça ne fait que progresser l'audience. Et moi, mon hypothèse, c'est que si l'audience progresse de façon spectaculaire, c'est parce que précisément, en 21 ans de maison, jamais, à aucun moment, aucun directeur ou directrice de cette chaîne, j'en ai vu passer pas mal, ne m'a parlé de l'audience que faisait mon émission, et jamais j'ai demandé quelle était l'audience de mon émission. Je connaissais l'audience globale de la chaîne. Pourquoi la radio va bien par rapport à la télé? Parce que l'audience de la radio, elle est mesurée de manière déclarative par des moyennes tous les 2 mois. Là où l'audience de la télé, elle peut être, on l'a le lendemain, et elle peut être imputée à des programmes précis. L'audience de la radio, on ne peut jamais l'imputer à des choix éditoriaux. C'est ce qui nous sauve. C'est ce qui nous donne une grande liberté éditoriale, une grande autonomie éditoriale. Donc s'il s'agissait de libérer la télévision publique, peut-être qu'il faudrait se battre sur la manière dont l'audience est mesurée, retrouver des systèmes, desserrer l'étau en quelque sorte. Mais c'est important de réfléchir à toutes ces questions, parce que si demain il y a les radios privées militent pour que Médiamétrie mette en place le même système qu'à la télévision, mais le service public français aurait tout à perdre de ça. Or, on voit que le service public français, je parlais de France Culture, mais je veux dire, ça vaut pour France Inter, ça vaut pour France Info, il n'a jamais été aussi fort. Donc voilà, parce qu'il est on est dans une radio de l'offre, quoi. Enfin, je veux dire, c'est